Découvrez les podcasts du CHS sur des thématiques qui nous passionnent. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Didier Rochat sur notre chaîne pour notre podcast intitulé « Gérer et prévenir l'alcoolodépendance des collaborateurs et collaboratrices ». En Suisse, 1 personne sur 5 consommerait de l'alcool de manière abusive et 1 personne sur 3 a dans son entourage au moins 1 personne rencontrant des problèmes d'alcool. Les entreprises se retrouvent régulièrement confrontées à ce genre de problématiques et ne possèdent pas les ressources nécessaires pour venir en aide à leurs collaborateurs et ainsi éviter les dangers. Comment gérer et prévenir l'alcoolodépendance des collaborateurs et collaboratrices ? Monsieur Didier Rochat, directeur de la Croix-Bleue Suisse, nous apporte son expertise. Tout d'abord, merci Monsieur Rochat d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous ? Alors, ça fait maintenant 5 ans que je suis le directeur de la Croix-Bleue Suisse, qui est l'organe fêtier des organes Croix-Bleue pour toute la Suisse. La Croix-Bleue elle-même, qui est une organisation qui s'occupe des problématiques d'alcool dans le monde entier, puisque nous sommes au niveau international dans 26 pays, et que nous avons en Suisse 11 organisations régionales. Donc nous sommes en même temps régional, en même temps national et en même temps international. C'est une spécificité que nous avons par rapport à d'autres organisations. Parfait, merci. Qu'est-ce que cela veut dire être alcoolodépendant ? Alors la dépendance, c'est quelque chose d'assez délicat et ça ne se compte pas en nombre de verres. On ne peut pas dire, voilà, dès que tu dépasses telle quantité de consommation, tu es dépendant. La dépendance, c'est quelque chose qui se développe petit à petit et on sait que plus on a tendance à boire, plus le corps s'habitue à gérer cette consommation d'alcool. Et donc, on s'adapte, et le corps s'adapte à pouvoir en gérer des plus grandes quantités sans qu'on en ressente les effets négatifs. Mais en gros, être dépendant, cela signifie ne plus pouvoir gérer soi-même sa consommation, ne plus être capable de discerner et de mettre des limites à sa consommation. Parfait. Alors, la dépendance du point de vue médical, elle a été définie par l'OMS sur la base de 6 critères. Et dès la mesure où 3 des 6 critères sont remplis, on est considéré comme dépendant. La première, c'est qu'on a une forte impulsion à vouloir boire. La deuxième, c'est qu'on a développé justement une certaine tolérance à cette consommation. La troisième, c'est qu'on poursuit la boisson même quand on a des effets négatifs pour la santé. Quatrièmement, qu'on perd le contrôle, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de gérer sa consommation. Cinquièmement, qu'on a des symptômes de sevrage chaque fois qu'on arrête. Et sixièmement, c'est qu'on néglige d'autres intérêts qui sont la famille, le travail, parce que justement l'alcool devient trop important. Et si on a 3 de ces 6 éléments qui sont concernés, on parle du principe d'une dépendance. Alors pour dire clairement, l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, préconise pas plus de 2 verres ou de 2 unités d'alcool par jour pour les hommes et 1 unité pour les femmes, mais avec un minimum de 2 à 3 jours où on ne boit rien dans la semaine. Donc on est garanti de ne certainement pouvoir échapper à la problématique de la dépendance. Ok. Et quel est quel pourcentage de la population est touché ? Alors comme vous l'aviez dit en introduction, c'est vrai que 20% de la population boit à risque, donc boit trop, soit parce qu'elle boit quotidiennement, il y a plus de 10% de la population qui boit quotidiennement de l'alcool, ou parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ivresse ponctuelle, il y a 16% de la population qui a tendance, au moins 1 fois par mois, de boire plus que 4 à 5 unités d'un coup. Donc vraiment de chercher cette ivresse. Ça, c'est les gens qui sont en danger quelque part de tomber dans l'alcoolisme. Effectivement malade, on parle de 3 à 3,5% de la population, et qui ont des symptômes de maladie qui se sont développés, c'est environ 50 000 personnes. Mais il faut savoir aussi qu'un décès sur 8 en Suisse est lié directement ou indirectement à l'alcool.
Et chez les jeunes, c'est même nettement plus élevé, puisque d'une part, il y a 3/4 des jeunes qui boivent, donc de 15 à 18 ans, mais que ça monte jusqu'à presque 20% des incidences de décès chez les jeunes liés à l'alcool. En général, c'est des accidents, où on se blesse, où on devient violent. Ok. Et quels sont donc les secteurs à risque? Les personnes qui sont à risque, évidemment, moins on est formé, plus on est dans une situation de précarité, plus on a tendance à boire. Que ce soit pour oublier, pour chercher la convivialité, pour différentes raisons. Mais on sait qu'il y a aussi des gens tout à fait aisés qui ont tendance à consommer trop. Et plus on va en âge, plus on a tendance à boire régulièrement. Et donc il y a de nombreuses personnes âgées qui boivent trop, surtout qu'elles prennent des médicaments en parallèle. Et donc cette multiplication de facteurs à risque, ou aussi la fumée qui est souvent aussi liée avec la boisson, font que le corps, évidemment, a de moins en moins de facilité à gérer cela, et donc risque de développer des maladies plus ou moins vite. Il faut savoir que le cancer, et notamment le cancer du sein chez les femmes, est très souvent lié à l'alcool. L'alcool, c'est un produit toxique qui attaque tous les organes de notre corps, jusqu'à la peau. Donc tout est touché. Et puis notre cerveau aussi, dès les premiers grammes d'alcool, on tue des cellules dans le cerveau. Donc plus on en boit, plus on risque effectivement de développer de graves séquelles qui pourront être irréversibles par la suite. Ok. Et la plupart du temps, qui est-ce qui vous contacte? La personne elle-même, sa famille, son manager, un collègue? Alors, en règle générale, ce sont les personnes elles-mêmes qui prennent contact avec la Croix-Bleue. Parce que dans la plupart des cas, les personnes ne veulent tout d'abord pas reconnaître qu'elles ont un problème. En fait, c'est qu'un petit nombre qui finalement accepte de venir. Et souvent, c'est lié à un événement déclencheur. Soit un accident, un retrait de permis, ou une menace de licenciement, une menace de divorce. C'est des choses qui vont susciter une prise de conscience dans la personne qui dit « si je ne fais rien, ça va être encore pire ». Et c'est là qu'elles prennent contact avec nous. Ça peut aussi être le médecin qui décèle une maladie qui est en train de se développer et qui dit il faut à tout prix arrêter parce que vous foncez dans le mur. Il faut un événement déclencheur pour que la personne accepte réellement de se prendre en charge et donc de demander de l'aide. Et ensuite, on s'adresse à la Croix-Bleue et la personne pourra être suivie, tout en sachant qu'il y a aussi toujours des risques de rechute et que ça fait partie de la maladie. Ok. Et donc, vous l'avez déjà un peu mentionné, quelles sont les plus grosses problématiques, l'élément déclencheur? Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter avec tout ce que vous venez de dire? Alors, un élément intéressant, c'est que les problématiques psychiques, et notamment par rapport au Covid, les problématiques psychiques ont tendance à encourager les abus, notamment d'alcool. Mais c'est dans les deux sens, parce qu'en même temps, quelqu'un qui est alcoolodépendant a tendance à développer des maladies psychiques. Donc, on ne sait pas toujours ce qui est le premier, si c'est les problématiques psychiques au départ, ou des problématiques sociales, mais l'alcool va aussi entraîner et encourager, augmenter ces facteurs-là. Ok. Et quel est le nombre d'entreprises qui vous contactent? Alors, en nombre, ce n'est pas un très grand nombre d'entreprises avec lesquelles nous avons des partenariats. Il existe des entreprises qui, effectivement, signent un partenariat avec la Croix-Bleue pour sensibiliser leur personnel, pour former les cadres et pour offrir également une issue pour les personnes qui ont des problématiques alcool. Mais comme je l'ai dit, la plupart du temps, les personnes viennent par elles-mêmes. C'est peut-être l'employeur qui les a encouragées à faire quelque chose, mais un partenariat, c'est avec eux, avec quelques entreprises, mais c'est toujours possible de le faire si une entreprise désire vraiment se focaliser sur cette problématique.
Et quel est le lien entre alcool et absentéisme au travail? Alors, l'absentéisme est souvent un symptôme. Un symptôme, c'est que, en général, si quelqu'un manque régulièrement un lundi matin, il faut se poser la question, quel est le problème? Si elle n'arrive pas à se lever le matin, c'est probablement qu'il y a eu quelque chose le jour avant, un abus ou une problématique. Mais il y a également les problématiques de présentéisme, c'est-à-dire qu'une personne qui est au travail, mais qui n'est pas concentrée, qui est préoccupée, qui pense à autre chose et qui n'est pas efficace, donc il y a des pertes de productivité. Et là aussi, il faut se poser des questions, dire mais qu'est-ce qui a changé entre la personne lorsque je l'ai engagée et qui était performante et aujourd'hui? Ok. Et quels sont les risques à long terme de l'alcoolisme pour l'employeur et l'employé? Alors, pour l'employeur, c'est clair que le fait d'avoir un risque d'accident, accident professionnel, donc aussi absentéisme, justement des gens qui manquent régulièrement, qui ne sont pas efficaces dans leur travail, mais qui risquent aussi de mettre les autres en danger. Puisque quand on boit trop, on a tendance à devenir violent et donc aussi à mettre son entourage sous pression. Le problème, c'est que si on ne fait rien au niveau de l'employeur, d'une part, l'employeur est responsable de la santé de son personnel, ça c'est la loi sur le travail, mais en plus, si l'employeur, par exemple, dans des sorties de boîte, et que les patrons, entre guillemets, se saoulent la gueule, ils ne montrent pas l'exemple, évidemment, ils vont donner une certaine signe d'impunité aux personnes qui sont dans cette problématique. Alors c'est la pire des choses qu'on peut faire, parce que ça veut dire que finalement l'entreprise devient co-responsable de la problématique de ses employés. Alors que si elle aborde cette question avec les employés, qu'elle les sensibilise, qu'elle montre l'exemple, on va pouvoir clairement indiquer qu'il y a des choses qui ne sont pas tolérées en entreprise. J'aime bien aussi penser à mon enfance où, sur les chantiers, les gens venaient avec des packs de pierre, des packs de bière, et que c'était tout à fait toléré. Aujourd'hui, sur un chantier, ce n'est plus accepté du tout de voir des gens qui boivent de la bière. Mais ils se mettaient en danger. En montant sur les échafaudages, en montant sur les échelles, c'est extrêmement dangereux, et les risques de décès, de maladies, etc., sont d'autant plus accrus. Et avez-vous remarqué une différence depuis la pandémie du Covid-19? Alors le Covid a relevé deux aspects contradictoires. D'une part, les gens qui allaient régulièrement au bistrot, mais comme ils ne pouvaient plus le faire, ils ont tendance à boire un peu moins parce qu'eux, ils cherchaient la sociabilité. Eux, ce n'étaient pas ceux qui voulaient saouler la gueule à la maison, eux, ils voulaient chercher le contact. Et des moments où ce contact n'était plus là, ils buvaient peut-être un peu moins. Et globalement, la consommation semble avoir légèrement baissé. Mais à l'inverse, on a eu aussi l'accroissement des problématiques psychiques, justement. Et ces personnes-là, ces personnes qui souffraient de la solitude, par exemple, ont eu tendance à boire plus. Et la vente d'alcool a augmenté en Suisse, et il semblerait que c'est justement parce que les frontières étaient fermées et qu'on ne pouvait plus s'approvisionner à l'étranger. Donc d'un côté, il y a des gens qui peut-être buvaient un peu moins, puis d'autres qui ont effectivement accru, surtout les gens à risque, qui ont accru leur consommation de poissons. Et ça, c'est évidemment pas un bon élément, comme pour la jeunesse qui a beaucoup souffert des problématiques psychiques pendant le Covid. Effectivement. Et quelles sont les plus grandes difficultés, selon vous, face à la dépendance? Alors la dépendance, elle développe des problématiques physiques, des migraines, des problématiques du sommeil, mais aussi, ensuite, comme je l'ai dit, ça touche tous les organes. Ça peut développer jusqu'à la cirrhose, qui est le plus connu au niveau alcool, mais tous les cancers, les arrêts cardiaques. Donc, ça touche vraiment très largement ces aspects-là. Et indirectement, il y a les problématiques sociaux et psychiques. C'est-à-dire qu'une personne qui entre dans la dépendance, elle pense qu'elle peut se gérer elle-même, elle pense qu'elle peut arriver à contrôler sa consommation, et plus elle essaye, plus elle se rend compte qu'elle n'y arrive pas. Donc ça crée aussi une forme de déprime, et donc ça entraîne des problématiques psychiques. Et au niveau social, parce que ça fait souffrir la famille, parce que le père qui devient violent, ou l'irritabilité qui augmente,
tous des effets pervers qui fait que, en fait, la gaieté de départ quand on boit un verre, finalement, elle devient quelque chose de tout à fait néfaste pour tout son entourage. Et comment orientez-vous le collaborateur ou la collaboratrice concernée? Alors, quand on diagnostique effectivement un changement de comportement, on ne peut pas aller vers une personne et dire « tu bois, pourquoi ?» C'est certainement pas la bonne manière d'aborder la question. Au niveau professionnel, en fait, la vie privée ne concerne pas l'employeur. Par contre, ce qui concerne l'employeur, c'est les effets sur les changements professionnels, sur les risques que la personne prend au travail, sur son changement de comportement, sur le comportement sur les autres collaborateurs, sur son travail, sur la qualité de son travail. C'est là qu'on peut agir. Et si on voit qu'il y a un changement, ou bien justement de l'absentéisme, régulièrement, il faut aborder la question. La pire des choses, c'est d'éviter d'en parler et de détourner les yeux. La responsabilité d'un chef par rapport à son équipe, c'est quand il voit une problématique de cet ordre-là, c'est de rencontrer la personne, de mettre les symptômes sur la table, qu'est-ce qui a changé, où sont les problématiques, et de chercher le dialogue. Et que la personne elle-même, finalement, explique ou aide finalement à comprendre la situation. Si la situation ne s'améliore pas, il faudra reprendre la question et vraiment fixer des objectifs beaucoup plus serrés. En fixant des objectifs professionnels, et si vraiment on sait que ça s'est diagnostiqué que c'est une problématique d'alcool ou d'une maladie, il faut clairement que la personne fasse ses objectifs de traitement. Et l'employeur doit aussi dire qu'il soutient le collaborateur ou la collaboratrice dans cette démarche, qu'il l'encourage à aller faire le suivi, mais que si après ça se reproduit, il y a la menace de licenciement. On ne peut pas tolérer à long terme des dysfonctionnements de cet ordre-là. Et pour la personne, pour le collaborateur, on sait que c'est la meilleure chance de réussite. C'est s'il a cette pression, qu'il sait qu'il risque de perdre tous les éléments auxquels il tient, c'est-à-dire son travail, sa famille, son revenu. Et donc, il faut vraiment conduire la personne jusque-là, mais aussi être prêt à aller jusqu'au licenciement si vraiment la situation ne s'améliore pas, ce qui n'est pas non plus de gaieté de cœur que l'employeur le fait. Et vous, que mettez-vous en place pour ce collaborateur ou cette collaboratrice? Alors, une fois qu'il vient... donc, c'est dans un premier temps, on va peut-être informer l'ensemble de l'équipe, on va montrer qu'on soutient le collaborateur, qu'on n'est pas là pour le juger. Je veux dire que ça peut arriver à tout le monde. On est tous enclins à boire trop ou à avoir une problématique de dépendance, que c'est une maladie qui peut être diagnostiquée et que cette personne a besoin d'un traitement. Et donc, il s'agit d'aider la personne et d'encourager ses collaborateurs ou ses collègues à soutenir la personne, à suivre ce traitement et à le faire correctement. Et de se dire, on se réjouit de vous retrouver après le traitement en pleine santé. Parce qu'on sait que la personne, elle n'est pas la même si elle est en pleine santé ou bien si elle est soumise à une addiction forte et qu'on ressent au quotidien. Un processus est-il à mettre en place par les entreprises et si oui, lequel? Alors c'est ce que je viens de décrire, c'est-à-dire qu'il faut effectivement mener des entretiens tout d'abord entre le chef et son collaborateur, où on aborde des problématiques professionnelles, où on réfléchit comment on peut améliorer la situation, on est tourné vers des solutions. Et si ensuite ça ne s'améliore pas, il va vraiment fixer des objectifs plus précis, plus serrés, et on va peut-être progressivement introduire aussi les RH, qui ont aussi une fonction de suivi dans ce domaine-là, en montrant aussi qu'il y a une escalade, c'est-à-dire que si la situation ne s'améliore pas, on va vers une issue qui sera probablement désagréable. Et donc il s'agit de préparer la personne et à l'encourager à ne pas envisager cette issue-là. Et donc quels sont les résultats de vos interventions? Alors, on sait que des personnes qui sont suivies et qui sont en emploi ont de très bonnes chances de s'en sortir. Il peut y avoir des rechutes, et c'est normal avec l'alcoolisme, on a tendance à avoir des rechutes, mais on peut se reprendre et on a le droit à une deuxième chance.
Le pire, c'est de ne rien faire et de laisser passer. Et comment reconnaître les troubles liés à la consommation d'alcool? Quels sont les premiers signes? Alors, il y a plein de facteurs différents. Donc, il n'y a pas un qui clairement dit voilà, ça c'est de l'alcool. Non, il peut y avoir d'autres types de dépendances, des dépendances aux médicaments ou à des drogues dures ou n'importe. Il y a plein d'autres éléments d'addiction. Mais c'est sûr que si une personne régulièrement est fatiguée, par exemple, ou irritée, son comportement change, là, il faut commencer à se poser des questions. Si on voit que ce qu'elle faisait bien avant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs. Là, ce sont des symptômes professionnels qui nous permettent d'aborder la question avec cette personne. Et pour terminer, quel service a le plus d'impact au niveau de la prévention? Alors, au niveau plus large et au niveau plus politique, on sait qu'est-ce qui marche pour diminuer l'addiction. C'est, d'une part, de ne pas faire de la publicité. C'est d'éviter l'impunité, d'avoir des paquets neutres, par exemple, notamment le tabac, d'avoir des paquets neutres. Augmenter les prix, d'avoir des prix élevés qui fait que ça dissuade les gens d'en acheter. C'est tous les éléments très concrets qui aident à la prévention. Malheureusement, dans notre pays, l'alcool est socialement très fortement admis. On a fait des études, un jeune est confronté en moyenne tous les 5 minutes, pendant une journée, toutes les 5 minutes à une problématique alcool. Si vous regardez les films, si vous regardez les histoires, l'alcool est omniprésent et en général présenté de façon positive. La publicité, vous allez dans un magasin, vous ne pouvez pas ne pas voir les étals, vous allez dans des fêtes, des foires, la première boisson que vous voyez, c'est une boisson alcoolisée, vous ne voyez pas l'eau ou le sirop, je ne sais quoi. Non, l'alcool est omniprésent et donc on doit apprendre à vivre avec cette attaque quotidienne. Mais on peut aussi prendre des mesures, on espère que peut-être par la suite on arrivera à être plus sensible à cette question. On a déjà fait de grands progrès, notamment la circulation routière, on a fait des grands progrès qui fait qu'aujourd'hui on ne boit plus tout à fait la même chose que par le passé. Aussi le fait d'avoir de l'eau potable, de qualité, c'est ce qu'on n'avait pas il y a 150 ans en arrière. Donc ce fait qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé d'avoir des boissons alcoolisées pour conserver les aliments, conserver la boisson. C'est des éléments, on va dans un sens positif, mais il faut être vigilant. Avez-vous un mot de la fin? L'alcool est la problématique socio-médicale numéro 1 de notre société. Il ne faut pas le sous-estimer, il faut l'aborder pleinement, en conscience et politiquement, tout en ne critiquant pas ou ne flagellant pas les personnes qui sont touchées, mais en sachant que c'est une maladie et que cette maladie, on peut la soigner. Alors encore un grand merci, Monsieur Rochat, pour vos réponses très intéressantes. Nous vous disons à tout bientôt pour un tout nouveau podcast sur une thématique qui nous passionne. C'était Audrey pour le CHS.